production Sideways. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Entre deux jobs. Aujourd'hui, je vous présente une rencontre avec une entrepreneur que j'avais vraiment hâte de recevoir, Margot Setlaqui-Blouin. On a enregistré cet épisode le 7 février, dans un moment où elle était pleinement dans l'action, aux commandes d'une entreprise familiale qui existe depuis 120 ans. Et par drôle de hasard de calendrier, l'épisode sort le jour même où A. Setlaqui Limited annonce sa fermeture. Une page qui se tourne après plus d'un siècle d'histoire dans le commerce de détail québécois. On a jasé de son parcours, de son arrivée dans l'entreprise familiale, de son passage chez BRP, des défis d'une PME en région et la gestion d'une équipe de 140 personnes. Et aussi de son nouveau rôle de maman et la fameuse conciliation travail-famille. Une discussion super humaine, franche et pleine de vécu. Merci à Margot d'avoir partagé tout ça avec moi et maintenant avec vous. Ça a été tourné dans notre super studio Sideways, donc si jamais vous avez un besoin de podcast, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous souhaite une très belle écoute tout le monde. Salut Margot, bienvenue sur Entre deux jobs. Merci de me recevoir, vraiment contente. C'est ta deuxième expérience en podcast? Deuxième, ouais. La première fois, c'était ici, avec vous, exact. Mais avec la MRC. Puis, c'est quelque chose que tu consommes dans la vie de tous les jours du podcast ou pas du tout? Ouais, hier, j'ai fait la route en pleine tempête de Québec vers Thetford, puis j'en ai écouté 2, fait que, ouais. Puis ça se trouve être quoi, tes sujets de... c'est des choses de filles, là, mais souvent, je vais écouter Écoute sexe oral, qui est quand même populaire au Québec. Il touche de plein de sujets, oui, la sexualité, mais des fois aussi la parentalité. Fait qu'il y a plein de sujets qui sont quand même intéressants. Sinon, des fois, des choses un peu plus business, fait que j'ai pas vraiment de nom spécifique, mais ça va dépendre, c'est ça, dépendamment de ce que j'ai envie d'écouter cette fois-là. Ça. Parce que des fois, le sujet, c'est correct, là. Oui, c'est ça, exact. Ben, merci d'avoir accepté l'invitation. On va parler aujourd'hui de ton parcours entrepreneurial, de tes débuts, plus quand tu étais jeune jusqu'à aujourd'hui. Fait que, pourrais-tu un peu me décrire un peu, en quelques mots, Margot, c'est qui aujourd'hui? Écoute, aujourd'hui, je suis nouvellement maman, fait que c'est une des choses qui me caractérise le plus. Je suis entrepreneur, je gère maintenant la business familiale toute seule parce que je suis rendue l'actionnaire principal et la seule actionnaire de l'entreprise depuis 2 ans environ. Donc, entrepreneur, on a 10 magasins au Québec, environ 145 employés, dépendamment du temps de la saison. Donc, c'est pas mal ça que je fais à temps plein, là, maman, puis entrepreneur. Puis ensuite de ça, je suis quelqu'un qui est très active au niveau des sports de plein air, etc. Donc, ça résume pas mal ce que je fais dans ma vie présentement. Ah, mais c'est bien. Puis là, tu dis, justement, tu as pris la relève de l'entreprise familiale. C'était-tu ça que tu voulais faire toute jeune? Avais-tu d'autres défis? Non, c'était pas nécessairement dans mes visées là, quand j'étais vraiment jeune. Moi, dans le fond, j'ai été élevée à Sherbrooke, fait qu'on était quand même loin du siège social qui était à Thetford Mines. Ma mère a toujours travaillé pour l'entreprise, par contre, fait que moi, à la maison, j'entendais toujours des conversations, elle était en télétravail. Le début des télétravail, mais elle faisait du temps partiel dans le temps quand on était vraiment jeune. Elle faisait les achats, dans le fond, pour la boutique. Donc, je l'entendais discuter de la business et tout. Mais moi, je venais comme consommatrice. Je venais magasiner au Setlaqui. On venait s'habiller depuis qu'on est tout petit. Donc, j'ai quand même baigné là-dedans. Mais c'était pas nécessairement mon objectif. Moi, je suis allée à l'école en voulant aller en administration marketing. Je voulais faire du marketing pur et dur. Okay. Ce que j'ai fait, dans le fond, j'ai fait l'université en administration profil marketing. J'ai fait 1 an à Sherbrooke, 2 ans à Laval. Donc, j'ai gradué j'avais 21 ans à peu près, 22 ans. Puis, j'ai cherché un emploi directement en marketing. Puis, mon premier emploi, c'était chez BRP à Valcourt, parce que moi, j'habitais à Sherbrooke, donc c'était quand même proche. Je m'occupais de la marque Sidou pour l'Amérique du Nord, donc dans une équipe, évidemment. Là, je commençais ma carrière. Donc, j'ai vraiment commencé là-dedans en marketing. Puis, c'est avec les années, je pense que j'ai travaillé 2 ans chez BRP. Puis, pendant cette période-là, nous, au niveau de la direction de l'entreprise, le président qui était en poste avait malheureusement un cancer qui était incurable. Donc, il y avait, c'est ça, il y avait un timeline où est-ce qu'après ça, il n'y avait pas vraiment de relève qui allait se préparer. Puis, moi, j'avais aimé mon expérience chez BRP. C'était vraiment super. On faisait des choses incroyables, mais
j'aimais moins l'ambiance d'une énorme entreprise. Tu sais, Parce que t'es un numéro. Là, ouais, c'est ça. Il y a à peu près comme 4 VP au-dessus de toi qui prennent des décisions. Puis toi, finalement, tu sais pas trop. Tu te demandes un peu à quoi tu sers des fois, tu sais, dans certaines journées. Puis c'est sûr que c'est une ambiance un peu plus, un peu plus workaholic, là, tu sais, que tu t'attends à ce que tu reçoives des courriels à 11h30 le soir, puis qu'à 5h, tu as répondu, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est un. Tu sais, ça rejoint peut-être un peu moins ce que moi je voulais dans ma vie, éventuellement, avec justement une famille où est-ce que j'aurais pu avoir un peu plus la liberté de faire ce que je veux quand je veux, là, tu sais. Fait que. Mais en même temps, tu sais, aujourd'hui, t'es entrepreneur, s'ils rentrent à 11h, ça se peut que tu le regardes quand même. T'sais. Finalement, c'est moi qui les envoie à 11h, tu sais. Fait que je suis rendue la boss qui fait. Mais ça, c'est un peu avec l'horaire de bébé aussi. Des fois, c'est à 2h du matin, ça dépend. Ouais, exact. mais au moins, tu prends la décision. Tu sais, moi, c'était pas nécessairement les heures, mais que, mettons que j'avais un travail à remettre ou tu faisais une présentation, puis finalement, ce que tu faisais, il y avait 7 changements éventuellement, puis qui découlaient pas nécessairement de ce que tu avais envie de faire. Puis moi, je suis une fille d'action. Il faut que ça bouge, il faut que j'ai l'impression que dans ma journée, j'ai fait quelque chose. Puis j'aime mieux faire, me planter, refaire que attendre pendant 6 semaines qu'un projet aboutisse parce qu'il y a 26 personnes qui doivent le valider. Fait que ça dépend, tu sais, chaque personne peut bien fonctionner, exact. C'est ça. Ben, t'es entrepreneur aussi, fait que... tout projet, là, je veux dire, on pense à quelque chose ici, puis là, faut pas ça en 3 mois, là. C'est là. On pourrait le faire là, tu sais. Exact. On peut le faire. Fait. On fait des erreurs en faisant ça, parce que des fois, on se pitche dans des choses sans trop avoir analysé, mais moi, j'ai la chance, au moins dans mon entreprise familiale, d'avoir des gens qui sont là depuis... Écoute, ça fait 120 ans cette année là, qu'on est en affaires, fait qu'il y a des gens que ça fait 40 ans qui sont là. C'est fou. Fait que des fois, on évite certaines erreurs parce qu'en jasant, on dit non, on l'a fait il y a 10 ans, puis c'était vraiment pas une bonne idée. OK, fait qu'on s'aligne, mais c'est ça, t'es plus dans l'action. Là. Une petite PME, tu revires plus rapidement qu'une méga entreprise. Ouais. Puis quand que, tu travaillais chez BRP, tu voyais l'entreprise quand même évoluer, mais tu te voyais-tu comme rentrer chez Cette Lacouille vraiment... comme temps plein et tout ça, ouais, ou c'était pas tant un projet? Parce que t'étais allé en marketing. Oui, c'est ça. C'était pas un projet dans ma tête. J'avais pas ça dans la tête. Probablement que je l'avais toujours eu à l'arrière de ma tête, mais c'était pas... Moi, je pensais pas déménager à Thetford, faire ma vie ici. Puis c'est vraiment quand que je voyais qu'il y avait pas vraiment de relève, que l'idée commençait à se former dans ma tête. J'avais rencontré mon grand-père dans le temps, on avait discuté, puis... Je m'étais dit, écoute, je l'essaie, on va voir. Puis il y avait d'autres membres de la famille qui l'avaient essayé dans le passé, puis ça n'avait pas nécessairement fonctionné pour eux. C'était pas finalement, ils ont fait d'autres choses. Puis je me suis dit, bon, mais je suis dans ma génération, j'étais la seule qui avait un peu un intérêt parce que j'étais la seule en administration. Les autres, on a des vétérinaires, on a des gens en construction, on a mon frère est philosophe. Fait que tu sais, c'était pas vraiment dans la veine des autres. C'est ça, de la lignée de business. Fait que je me suis dit, bon, ben, crime, c'est quand même un joyau, là, tu sais, dans la région. C'est rare, les entreprises qui traversent 5 générations. Tu sais, moi, je suis la 5e. C'est fou, Fait que je me suis dit, je l'essaierais. Puis j'ai commencé au magasin comme conseillère. Tu sais, j'avais pas de poste, là. C'était comme, je suis rentrée là en me disant, bon... Tu faisais la vente, là, dans le fond? Non, j'ai vraiment comme plongé tout de suite dans l'administration parce qu'il y avait quand même des bons défis là, à relever au niveau des magasins. Mettons qu'on n'avait pas beaucoup évolué dans les 20 dernières années, là, au niveau de la façon qu'on faisait affaire, l'efficience, juste on n'avait pas de site Internet. Là, quand je suis rentrée, fait que c'était... Ça paraît. Là. Puis toi, tu venais d'un background marketing. Exact. Fait que tu te dis, ouais, là, il y a de quoi sûrement qui marche pas. C'est ça. Il y avait de place à amélioration. Fait que moi, je me suis lancée là-dedans. Puis en étant justement une petite PME, ben, tu te lances un peu dans tout. Finalement, tu fais pas juste du marketing, mais j'ai un peu commencé avec ça. Là. Puis éventuellement, ça allait évoluer. Puis... C'était ton projet du début. Oui, exact. Tu construisais de tes propres mains, toi-même. Oui, fait que ça a commencé en marketing. Finalement, j'en fais encore beaucoup de marketing parce que notre business est quand même aujourd'hui intimement lié à ça. Fait qu'on n'a pas le choix. Puis j'aime ça aussi, mais je me suis entourée de gens qui sont encore meilleurs que moi en marketing puis qui ont un peu plus la passion, là, la créativité, tout ça. Ouais. Fait que moi, je suis plus au niveau de la gestion maintenant, des chiffres, puis justement de l'efficacité du personnel, de croître la business, puis eux s'occupent plus du marketing appliqué. Là. Mais c'est un beau projet. Puis aujourd'hui, tu dois être super fier de tout le cheminement que tu as fait.
Oui, quand même. Mais des fois, on s'arrête pas pour y penser, mais ouais, on a quand même fait beaucoup de choses. Je pense que ça fait 12 ans maintenant que je suis au magasin. 12 ans? Ouais. Maintenant, tu es la première femme présidente dans l'entreprise, 5e génération. Comment ça a été quoi le plus gros défi, justement, pour pallier à ce... Parce que, tu sais, je veux dire, quand ça fait 4 générations que c'est des hommes, peut-être que toi, tu t'es dit, je suis prêt à foncer, puis comment t'as trouvé ça? Ben, premièrement, j'ai quand même eu la chance d'être née dans ma génération, dans le sens que j'ai cru comprendre après, en étant là, parce que moi, je suis née dans une génération où on m'a toujours dit que homme ou femme, on peut faire ce qu'on veut. Je veux dire, moi, je me suis jamais mis cette barrière-là psychologique. J'ai été élevée dans une famille où fais ce que tu veux, puis tu vas réussir, tu sais. Ouais. Mais quand je suis arrivée dans le magasin, j'ai réalisé que peut-être que c'était pas la même chose pour les générations avant moi. Il n'y avait pas les mêmes opportunités, puis peut-être qu'il n'y avait peut-être pas la même... rapidement, je pense que j'ai réussi à faire ma place puis à être écoutée, mais j'ai réalisé que c'était peut-être pas ça dans les générations avant. Puis ce que ça l'a fait quand même, c'est que c'était un vent de fraîcheur pour mon personnel, parce que moi, on se le cachera pas, 95% de mon personnel, c'est des femmes. Ouais. Fait que se faire gérer par un homme ou se faire gérer par une femme, c'est quand même un peu différent. Bon, tous les hommes, toutes les femmes sont différentes, fait que on a quand même des... Ça dépend de ta personnalité, mais j'ai quand même vu une différence où est-ce que des fois, on n'accroche pas sur les mêmes détails. Tu sais, on va gérer des situations un peu différemment au niveau des ressources humaines. Fait que je pense que ça a fait du bien un peu à mon personnel entièrement féminin d'avoir une femme à la tête là, qui prenne les décisions finalement. Là. T'avais-tu des attentes envers toi-même pour justement ta gestion, ou t'es dit je vais aller avec le flow puis... Moi, je suis fonceuse dans la vie, fait que je pense pas que j'avais nécessairement d'attente. Moi, je veux juste que ça marche. Fait que, tu sais, c'est le plus gros défi dans notre business en ce moment. C'est pas facile, honnêtement. Là, tu sais, je gère plus une décroissance qu'une croissance avec la pandémie, avec l'inflation, fait que je me mets beaucoup de pression à ce que les choses fonctionnent, mais je me rends compte que je pense que je fais bien ça, tu sais, avec les outils que j'ai, puis avec l'économie dans son ensemble, tu sais, on fait des belles choses. Fait que, non, c'est ça, au début, c'était plus difficile, mais maintenant, tu sais, je suis vraiment comme à l'aise dans mon poste. Puis, il n'y a pas vraiment de barrière à ce que... Tu sais, je fais ce que j'ai envie de faire. Puis, tu t'entoures de bonnes personnes. Exact. C'est le défi. Ouais, exact. Puis c'est ce qui te fait élever plus haut. Tu sais, ben même si, comme tu dis, tu gères peut-être une petite décrétion là, mais tu sais, définitivement que tu vas reprendre ça va être progressif bientôt. On espère, c'est ça. Tu vas être contente d'avoir pensé à ces stratégies-là avant pour mieux remonter. Tu sais. Ah oui, puis c'est tellement important l'équipe, parce que je veux dire, seul, on va pas très loin. Là, justement, on n'a pas 80 heures dans une semaine pour s'occuper à faire toutes les tâches. Fait que, tu sais, moi, ça fait 12 ans que je suis dans l'entreprise, puis un des premiers objectifs que j'avais, c'était de me dégager des tâches quotidiennes, dans le fond, d'arrêter d'avoir des tâches quotidiennes pour être capable de gérer une équipe, puis de plus être nécessaire au fonctionnement day-to-day de mon entreprise, pour avoir le temps justement de gérer l'avenir, de gérer des défis un peu plus grands que de faire le fichier Excel du lundi qu'il faut absolument faire. Fait que ça, c'est récent quand même que je peux dire que je suis rendue à ce niveau-là. Plus en gestion, là? Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, que j'ai délégué toutes mes tâches quotidiennes. Fait que si je suis pas là une journée, l'entreprise fonctionne quand même. Exact. Puis ça, c'est quand même bien, je pense, pour un entrepreneur, parce que ça t'enlève un peu la pression du day-to-day. Puis aussi, ben, tu peux gérer justement des projets un peu plus intéressants pour le futur de l'entreprise, au lieu d'être calé dans la gestion d'à chaque jour. Là. Exact. Ben, c'est la comparaison avec nous autres qui, si on vend notre temps. Là, je veux dire, à un certain point, si je suis pas là, la semaine passée, je n'étais pas là, ben, rien que c'est fait. Rien que c'est fait. Parce qu'elle faisait ses tâches, je me dis, c'est là que j'essaie de faire le comparatif des fois, puis je me dis, je pourrais être en arrière, mais il fallait que je gère quelqu'un qui fait le créatif. C'est ça. Là, ça déboule. Puis... Ça veut pas dire que tu serais à l'aise dans ça non plus. Tu sais, ça dépend que chaque business est différente. Là, mais moi, ça me convient dans mon style de gestion, puis de ce que je voulais, où est-ce que je voulais arriver dans ma carrière. Ouais, exact. Puis là, ben justement, si j'embarque sur le point de la famille, comment que la famille ont réagi justement quand tu as décidé que tu prenais le relais de l'entreprise, vu qu'avant, tu n'avais pas nécessairement montré de l'intérêt, puis à un moment donné, tu as dit, ça m'intéresse. Ah, écoute, tout le monde était
hyper content parce que, tu sais, il voyait justement que, tu sais, s'il n'y a pas de relève, qu'est-ce qu'on fait? C'est une entreprise familiale. Je pense pas qu'on aurait eu nécessairement l'intention de laisser la gestion à quelqu'un qui n'était pas de la famille. Tu sais, ça n'a jamais fait partie de notre culture d'entreprise. Ouais. Puis, rapidement, je pense qu'ils ont réalisé aussi que j'avais les atouts nécessaires pour le faire. Là, tu sais. C'est sûr que tu étudies en administration, en marketing, mais aussi la personnalité de la personne. Je pense que j'ai toujours été fonceuse. Puis, dans la vie, je réussis à avoir ce que je veux. Ou, tu sais, du moins, je travaille fort pour l'avoir. Donc, ça a été super bien accueilli. Mon grand-père était tellement fier. Tu sais, c'était le fun à voir. Autant qu'il faisait des jokes comme de quoi qu'il n'était pas sûr qu'une femme allait. Tu sais. Mais c'était vraiment en riant parce que il était super fier de moi. Ma mère était fière de moi aussi. Donc, c'était vraiment un beau moment. Je pense que tout le monde était content de m'appuyer là-dedans. Puis encore aujourd'hui, tu sais, je suis rendue la dernière à travailler activement dans l'entreprise, mais j'ai encore des oncles puis des tantes qui m'appuient encore sur toutes les grosses décisions. Tu sais, on a des conseils familiales où est-ce qu'on analyse les chiffres, on regarde la progression, où est-ce qu'on s'en va. Puis, qui conseillent ça c'est avec ça, leur expérience des dernières années. Puis il y en a qui ont travaillé dans d'autres entreprises, ils ont d'autres backgrounds aussi. Fait que mais on reste quand même une famille de retail. Là, puis dans ce temps-là, on est à l'affût, on s'envoie des messages assez souvent. Puis ils restent dans mon giron de conseillers, donc c'est super. Explique-moi donc la différence. Tu t'as fait souvent poser, à mon avis, là. La différence entre cette Lacoui mode et cette Lacoui meuble. Mais ouais. Dans le fond, c'est deux entreprises complètement distinctes. Ouais, c'est ça. Mais c'est la même famille de souche. Donc, ça remonte à Aziz Setlakoui, le premier arrivant qui est arrivé de l'Arménie pendant le génocide arménien. Donc, il est venu s'établir au Canada. Puis, de là, a découlé des générations. Les Setlakoui meubles, donc, c'est des cousins, tu sais, des petits cousins. Okay. Oui, exactement. Donc, c'est deux entreprises complètement distinctes. A Setlakoui Limité, puis S Setlakoui. Fait que ça vient pas de la même branche, mais fait que c'est ça, au niveau de... Quand même drôle, pareil. Oui, c'est ça. Puis les gens, ils se mélangent toujours, comme à chaque semaine, je pense, j'ai un courriel de quelqu'un, un publicitaire qui veut me vendre quelque chose. Puis là, il me dit, ça pourrait être bon pour ton magasin de Drummondville. Puis je suis comme, j'ai pas de magasin à Drummondville. Fait que les gens, ils se trompent. Des fois aussi, on a des appels de clients pour des laveuses, des sécheuses. On est comme, non, on va vous donner l'autre numéro. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, c'est pour ça que les gens le confondent. C'est que c'est le même nom de famille. Fait que c'est comme, mettons, les Tanguay de ce monde. Il y en a plusieurs, mais il y a deux entreprises qui se nomment Setlakoui. Puis il y en a même une troisième, Iris Setlakoui, qui est une designer en mode aussi. Donc, il y en a qui se mélangent aussi avec ces entreprises à elle, mais c'est beau de voir que... Ça doit être ta soeur. Cousine, oui, c'est ça, exact. Mais c'est le fun de voir. C'est ça qu'il y a eu beaucoup d'entrepreneurs dans la famille, finalement. Ouais. Puis là, tu dis justement plusieurs points de vente. Comment ça se passe, gérer autant d'employés? Au début, c'était-tu épeurant? Au début, je pense que j'étais naïve, là, dans le sens que tu t'en rends pas trop compte, tu sais pas trop qu'est-ce que ça va être. Y avait-tu le même nombre de points de vente au début ou c'est toi qui t'as quand même Non, elle avait le même nombre de points de vente. Okay, en fait, même je n'ai fermé un récemment, donc on a rapetissé, mais fait je pense que quand j'ai commencé, on avait environ 165 employés. Là, on est plus autour de 145, là, dépendamment des semaines. Puis, au début, t'es un peu naïf parce que tu penses pas que ça va prendre autant de place dans ton horaire du temps puis autant de place dans ton mental. Parce que au final, tu fais que ça, gérer des ressources humaines. Autant que tu t'entoures de gens qui le font puis qui font, mettons, peut-être le premier contact, les choses comme ça, mais c'est tout est relié sur ça parce que nous, on est dans le conseil, dans la vente, dans la mode. Si ton employé est pas à sa place, elle fonctionne pas bien ou ça va tout de suite se répercuter sur tes chiffres de vente. Fait que c'est ultra important. Puis là, on vit encore une période de pénurie de main-d'œuvre qui a complètement freiné notre progression. Pendant la pandémie, puis après la pandémie, on n'était même pas capable de staffer les boutiques pour être ouvert 7 jours sur 7. Il y avait des places que tu avais une pancarte, t'arrivais, puis c'était manque de personnel. Là, on l'a vécu. On l'a vécu, c'était la première fois, je pense, en 120 ans que on n'était pas ouvert 7 jours à certains emplacements. Puis quand tu penses à progresser ton entreprise, quand ton personnel est déjà au bout du rouleau parce qu'ils font déjà beaucoup d'heures puis sont au maximum de ce qu'ils peuvent entreprendre, mais tu n'es pas en train de faire de l'amélioration, d'ouvrir d'autres magasins. Fait que honnêtement, c'est beaucoup plus que ce que je pensais. Là. C'est beaucoup de relations humaines, tu deviens psychologue à plusieurs niveaux. Puis
Au début, moi, je suis arrivée là avec, tu sais, pas mes grands sabots, mais en voulant. J'avais pas la conscience qu'à chaque humain à qui tu parles, il faut que tu changes ton discours. Tu peux pas donner le même message à la même personne de la même façon. Ouais. Puis ça, tu sais, j'ai peut-être fait un peu des accros au début à cause de ça, puis j'ai appris avec le temps que, OK, non, c'est pas juste le message que tu livres, c'est de la façon que tu vas le livrer aussi. Donc, on s'adapte à chaque personnalité, puis c'est pas l'inverse. Hein? C'est le patron qu'il faut qu'il s'adapte et pas l'inverse de nos jours. Ouais, exact. Puis est-ce que c'est quelque chose que vous faites régulièrement, regrouper toutes les Setlaquis, ou c'est pas dans vos pratiques? Justement, mettons des parties de Noël ou Le party de Noël, on le fait. Les Setlaquis ensemble, on se regroupe toutes pour une fois dans l'année. Sinon, c'est rare qu'on se regroupe. Dans les boutiques Silhouette aussi, ils font plus comme par petite équipe parce qu'ils ont moins la chance de se rencontrer ou sont plus loin au niveau de distance. Là. Ouais. Fait qu'on le fait juste une fois par année. C'est une tradition, là, notre fameux party de Noël que tout le monde a hâte à chaque année. Est-ce que vous vous promenez ou vous restez justement maison mère de Thetford? On reste toujours à Thetford. Ouais. Ouais, c'est ça. Ben, on va se le dire, Thetford, c'est 65 employés. Ouais. Les autres, c'est plus des équipes de 6 à 8. Là. Fait que, tu sais, on reste plus proche de où est-ce qu'il y a la plus grande partie de notre personnel. Ah, mais c'est bien. Ouais. Fait que là, l'entreprise a quand même traversé plusieurs époques, justement. Ouais. Y a-tu des traditions qui ont resté, justement, dans l'entreprise ou dans les pratiques que vous faites? Ben, écoute, la plus grande tradition, je pense que c'est le service à la clientèle. On a toujours basé, depuis que l'entreprise est née, c'est qu'on fait du service. On a toujours continué à faire ça. Tu sais, le service de couture, le service de vraiment conseiller les gens en magasin. On n'est pas devenu une chaîne où est-ce que tu te promènes, tu te self-serve puis que tu arrives à la caisse. Tu sais, on est encore dans le service client. Est-ce que c'est quelque chose qui nous démarque? Je pense que oui. Est-ce que ça fait que c'est plus difficile à gérer? Je pense que oui aussi. En contexte de pénurie de main-d'œuvre, avec l'augmentation des salaires aussi figurante, ben nous, la plus grosse partie de nos coûts, c'est nos salaires, justement. Ouais. Donc, mais je pense que c'est ce qui fait notre différence aussi à travers nos compétiteurs, c'est que quand tu rentres chez Setlaquis, tu as vraiment un service personnalisé. Quand tu rentres dans nos silhouettes lingerie, tu as un ajustement personnalisé pour les soutiens-gorge. Donc, la femme est vraiment... on s'occupe d'elle de A à Z, puis on rentre en cabine. Tu sais, c'est vraiment... c'est pas l'expérience que tu vas vivre dans les grandes chaînes américaines de ce monde. Ouais. Donc, je pense que c'est une des traditions qui a perduré. Puis je pense que les valeurs aussi se sont perdurées de génération en génération. Tant que c'est une entreprise familiale, veut pas, ben on a souvent les mêmes valeurs intrinsèques. Là, de la famille, ça se perpétue. Tu sais, l'honnêteté, le respect, c'est des choses qui sont super importantes dans notre entreprise, puis qu'on a continué sans nécessairement avoir la vision de ça, mais juste parce qu'on est des humains comme ça. Puis c'est ça, exact. C'est important pour nous. Naturel, Exact, c'est naturel. Puis, je pense à, justement, la tradition, pour avoir été quelques fois, justement, lui, Thetford, la fameuse espèce de pilule, je sais pas trop, là, qui part dans les conduits. Oui. Ça doit faire des années. C'est comme ça? Depuis la construction du magasin en béton armé, là, le lit que vous connaissez, que vous voyez avec les planchers en terrazzo, tout ça, c'est comme une balayeuse, OK? C'est un aspirateur central. Là. Un jour, je te ferai visiter, puis la machine est énorme, là, elle est comme grosse, comme ton studio quasiment. Là, puis c'est vraiment, c'est ça, c'est une balayeuse. Nous, on met l'argent, quand on paye en argent ou les reçus de caisse dans ça. Ça rentre dans un tuyau, flou, ça part, puis ça s'en va tout à l'administration où est-ce qu'on a une caisse. Donc, on a une caisse à valider à la fin de la journée parce que toutes les caisses envoient l'argent là. Ça réduit le temps de fermeture, ça réduit le vol parce qu'il y a beaucoup moins de gens qui touchent à l'argent. Fait que ça simplifie beaucoup la gestion. Je pense qu'il y a encore ça. Je me suis fait dire, comme dans les Costco, ils ont un peu le même genre de principe pour faire les dépôts. Des longues distances, au moins. Oui, c'est ça. Les bureaux peuvent être un peu plus loin au lieu d'être au bord des caisses. Puis, Exact. Fait que, tu sais, c'est vraiment comme tout un système. Quand tu vas dans les backstores, tu entends les tubes passer. Fou! C'est une vente. Fait que quand t'entends un tube passer, c'est parce qu'on a fait une vente. On montre souvent à des enfants, là, on leur envoie des bonbons par le tube. C'est quand même spécial. Je pense qu'il reste un autre magasin en Amérique du Nord que ce système-là. Sinon, on est comme les seuls. Mais c'est hot. Mais, mais en même temps, ça réduit, mettons, le vol. Mais mettons on pense à la fameuse balayeuse, ça brise. Tu dis, je la répare-tu ou... T'essaies de la réparer parce que honnêtement, c'est merveilleux quand tu as une localisation comme ça où tu as plusieurs caisses, c'est vraiment merveilleux.
Mais je suis pas sûre qu'à Manon, on va réussir. À Manon, on avait un spare. Puis là, c'est ça. On croise les doigts tout le temps qu'elle va continuer à fonctionner. Là, justement, je reviens un peu sur ce que tu as dit sur cette Lacouille lingerie, où ce que c'était du sur... tu sais, il y a le sur-mesure, tout ça. Oui. Toi, dans ton arrivée, justement, t'as ouvert un site Internet pour faire la vente en ligne. Silhouette lingerie, sûrement avec son site aussi. Oui. Comment ça pour gérer ce service d'autres coutures, de couturière, tout ça, mais en ligne, comment ça se transforme, tout ça? Ça se transforme pas. Non, Honnêtement, c'est ça, ouais. en ligne, on prend vraiment comme le concept de t'achètes le morceau, tu te le fais livrer, puis c'est vraiment comme le concept classique. Si tu veux te faire livrer un habit par la poste, puis t'as pas fait faire ton bas de pantalon, tu sais, ça arrive rarement. Ouais. Fait que souvent, ce qu'on se rend compte, c'est il y a des catégories de produits qui fonctionnent mieux en ligne. Ils sont toutes là, mais c'est ça. Ils sont toutes là disponibles parce que le site web, oui, on fait des ventes en ligne avec ça, puis c'est merveilleux, mais ça devient plus une vitrine. On est encore 95% en vente en magasin, nous, dans notre cas. OK, 95? Oui. C'est pas énorme qu'est-ce qu'on fait en ligne. C'est sûr qu'on n'a pas l'équipe qu'on pourrait avoir pour le maximiser. Fait que, on le sait qu'il y a des lacunes au niveau de nos sites web, mais il s'améliore à tous les jours parce qu'on fait toujours des améliorations dessus. Mais on est encore très focus magasin, puis les gens se rendent pas compte des coûts là, que ça coûte pour mettre les choses en ligne puis envoyer par shipping. Quand tu as des mini-volumes comme nous, on n'est pas... pas de prix nécessairement concurrentiel. Non, c'est ça. Fait que, quelque chose qui peut coûter à une grande entreprise 4 $ envoyé par la poste, moi, il m'en coûte 9 et 10. Ouais. Le double, ça paraît. Là. Le double, ça paraît. Puis, tu sais, juste la gestion de l'inventaire aussi. Ceux qui ont des boutiques qui vont savoir, la gestion de l'inventaire, c'est tellement compliqué. Ce que ton site pense que tu as en inventaire, parce que tu as physiquement en inventaire, c'est pas toujours, ça ne matche pas toujours. Il y a tout plein d'erreurs qui peuvent se passer, des erreurs humaines. Les gens ne scannent pas la bonne chose. Ils font un transfert intermagasin, il n'a pas été transféré. Fait que là, tu penses que tu l'as, fait que ton site, il dit « Allô, j'ai un small », tu sais. Mais finalement, il est dans l'autre magasin. Fait que là, la personne le commande en ligne, c'est payé. Là, tu ne l'as pas physiquement. Tu le trouves pas parce que nous, on a à peu près 200 000 produits dans nos magasins. Là. C'est quand même beaucoup d'inventaire. Fait que c'est ça, on continue à focusser quand même là-dessus parce que c'est important. Les gens, pendant le temps de Noël, là, les gens, à peu près comme 2 personnes sur 5 arrivent avec leur téléphone et sont comme « Je veux ça, où? » Fait que clairement que si on n'avait pas eu ce site web-là, ils ne seraient pas venus peut-être magasiner chez nous, ils l'auraient peut-être trouvé chez un compétiteur. Fait que c'est important de le faire, mais on a moins de services personnalisés. Ça, c'est certain. Comme on vend des skis en ligne, on vend des skis, mais le service qu'on va faire à la coche de plus, c'est que nous, on va appeler le client quand il va acheter en ligne, puis on va dire « As-tu besoin de fixation? Oui, il faut qu'on les ajuste, les fixations. C'est quoi votre poids? C'est quoi votre... » Fait qu'on va vraiment faire ce service-là que peut-être d'autres grandes chaînes ne feraient pas. Fait qu'on essaie toujours d'avoir la petite coche de plus, mais c'est beaucoup de temps au service client. Là. Mais c'est pas rien, là, vendre des skis en ligne, on va se le dire. Non, c'est ça, ça arrive, c'est quand même, Ben, je veux dire, tout produit se transporte. Exact. Tu vas acheter des bâtons de golf, ça coûte juste bâton, plus cher. C'est ça, exact. C'est hors norme, là, fait qu'il faut que tu fasses attention avec tes frais de livraison. C'est ça. Tu calcules bien dans tes affaires. Ce qu'on faisait pas au début, puis on s'est fait avoir pas mal. Quelqu'un qui retourne les skis après. C'est nous, c'est tu qui le payes. Ben oui. Parce dépend, que nous, on a comme des étiquettes prépayées où on déduisait un prix fixe, mettons, du retour. Mais quand c'est des skis, mettons qu'on a mangé notre profit assez rapidement. Fait que là, on a modifié nos choses depuis, mais c'est des choses que tu apprends comme entrepreneur. Justement, puis tu t'en parles depuis le début. Tu en as des défis au quotidien. Tu es content de tes réussites aussi. Fait que ça fait partie d'un parcours, justement, d'entrepreneur. T'en face, il y a des flops, puis il y a des succès, puis il y a vraiment des grosses réussites. Super contente, là. Fait que c'est normal de... Puis c'est bien de le dire. Si tu gardes ça pour toi... Ah non, mais ça nous forge aussi, ça forge notre caractère. Puis je veux dire, on s'améliore à chaque fois qu'on fait des erreurs. On apprend de ça, puis on les refait pas. C'est qu'on essaye de pas les refaire. Je voudrais parler justement de la dynamique entre une petite ville comme Thetford, puis... Tu pourrais peut-être me dire justement c'est où tes points de vente plus en grande ville. C'est quoi la différence entre justement ces deux réalités-là? Ben, nous autres, dans les Silhouettes, on a des points de vente. On en a 3 dans la ville de Québec. Fait qu'on est plus établis là.
On en a un à Sherbrooke, Saint-Georges, Chicoutimi. Puis, c'est ça. Fait que ça fait le tour des villes dans lesquelles on est. OK. La grosse différence, je pense, c'est la loyauté des gens. Tu sais, comme à Thetford, ça fait tellement longtemps qu'on est établi dans la région. Nos clients, ils nous connaissent, ils viennent nous voir parce qu'ils nous connaissent personnellement. Fait qu'il y a vraiment comme cette proximité-là avec les gens, tandis qu'en grande ville, moi, je suis dans les centres d'achat. ouais. Fait que c'est pas la même dynamique. Là. Les centres d'achat, tu rentres, tu fais le tour. Il y a quand même une belle loyauté, là, parce que ça fait des années qu'on est dans les mêmes centres Ouais. aussi. Je pense que Silhouette, ça fait 60 ans qu'on est en affaires aussi. Donc, mais il y a moins cette proximité-là avec les patrons. En région aussi, on s'implique beaucoup au niveau de redonner à notre communauté les dons, les campagnes de financement, tout ça. Je pense qu'on est très, très, très impliqués. En tout cas, nous, chez Zetlacqui, dans cette Mais c'est vos dans la valeurs. communauté, ça fait partie de nos valeurs aussi. Mais on le fait peut-être moins dans les grands centres. Je me concentre plus mes efforts à où est mon siège social puis où est-ce qu'on est parce qu'on a de l'appartenance à notre région beaucoup plus forte, je pense, que dans les autres localités où est-ce qu'on peut être. Là. Fait que ça serait la grande différence justement entre les deux. Oui, puis la proximité des gens d'affaires, la communauté d'affaires. Je pense que on se connaît un peu plus en petite ville comme ça, puis on essaie de s'encourager entre nous. Exact. Mais c'est ce qui, je pense, nous fait survivre en ce moment parce que honnêtement, c'est pas facile. Là, la compétition est tellement forte, autant des géants chinois qui font de la compétition un peu déloyale, avec des choses comme Temu, Shein, etc., que le consommateur est très tiraillé entre acheter local, acheter avec de la qualité versus acheter pour son portefeuille parce qu'on ne se le cachera pas, l'inflation fait mal. C'est ça. Fait que c'est ce qui rend un de nos plus gros défis cette année, c'est ça, c'est de voir à quel point tu peux rester relevant dans un contexte mondialisé comme ça où l'achat local n'est pas très à la mode. Là. Puis là, avec les tarifs de Trump, on revoit un petit regain d'achat local. Les gens en parlent un peu plus, mais tu peux pas te fier sur ça comme business plan parce que ça dure un mois. Ouais. Après ça, c'est oublié, puis les gens repensent à leur portefeuille en premier. Mais c'est ça. Au moins, vu qu'on est implanté dans la ville depuis si longtemps, il y a encore des gens qui ont ça à cœur et qui pensent à nous en premier avant d'aller ailleurs. Oui. Mais tu sais, à un certain point, tu vas acheter quelque chose, justement, tu vas le voir, la qualité justement d'un produit qui est local, il a été pensé. C'est pas juste un article numéro où il est rentré puis finalement il finit dans la liquidation parce que la texture ou la qualité. Fait que, tu le vois justement dans des entreprises comme la vôtre, tu sais que la qualité est là. Oui, puis on a des équipes d'acheteurs chevronnés qui travaillent là-dedans depuis des années, puis on les voit, les collections, puis on choisit exactement les produits qu'on veut mettre dans nos magasins. Fait que c'est pas de la cochonnerie, puis tout a été pensé pour chaque client. Des fois, on fait des achats, puis on pense à Ginette. Là. Ginette, elle aimerait ça, tu sais, fait qu'on a vraiment cette qualité-là de sélection de produits. Puis je pense que c'est ce qui fait notre force aussi. Les gens, des fois, ils viennent de Québec, ils viennent de Sherbrooke pour magasiner chez nous parce que ils savent qu'ils vont trouver quelque chose à leur goût, puis ils n'auront pas besoin de faire le carrefour de l'Estrie au complet pour trouver 2 morceaux. Chez nous, ils rentrent, puis ils ont des choses pour toute la famille sur 3 étages avec du service. Exact. C'est merveilleux. Là, tu dis justement, tu vendais du stock de sport. Je ne me trompe pas, il y a du stock au niveau de la cuisine. Oui, aussi. Tu as du linge. Est-ce qu'il y a ça dans tous les points de vente? Non, c'est ça. Dans le fond, on a 2 divisions. On a Zetlacqui Mode, puis on a Silhouette Lingerie. Zetlacqui Mode, il y a un siège, c'est un peu spécial notre entreprise, un siège social à Thetford que là, on a 3 étages. C'est là où est-ce qu'on a tout le stock. On a de la maison, on a de la lingerie pour femmes, on a des vêtements pour hommes, vêtements pour femmes, des chaussures, ski. Fait que c'est là où on a vraiment comme 100% de notre inventaire. C'est le plus gros magasin. Ensuite, dans les Zetlacqui, on a 2 magasins satellites qu'on appelle nos plus petits magasins, à Disraeli, puis à Sainte-Marie-de-Beauce. Puis là, on vend juste de la femme. À Disraeli, un peu d'hommes, parce qu'on a un peu une clientèle d'hommes à ce niveau-là. Fait qu'on se concentre vraiment plus dans la femme dans ces marchés-là. Fait que c'est vraiment plus à Thetford qu'on a le package complet là, avec tous les étages. Puis nos lingeries silhouettes qui sont dans les centres d'achat, là, c'est vraiment de la lingerie pour dames, maillot de bain, soutien-gorge, pyjama, qu'on se spécialise vraiment dans l'ajustement de soutien-gorge. Fait que c'est comme 2 business, dans le fond, que je gère. Quasiment 3 quand tu constates que Zetlacqui, il y a autant de départements, là, mais Puis,
justement, là, c'est un peu varié. Est-ce que c'est quelque chose que vous auriez voulu envoyer dans les autres magasins? Ça a été déjà une pensée, puis on a dit non. Il y en a déjà eu, tu sais, Sainte-Marie, je pense qu'il y a déjà eu 3 étages, puis il y avait de la chaussure pour homme, ou je me souviens plus dans le temps. Je me rappelle avoir été. Ouais, mais 2-3 étages, ouais. Ça fait longtemps que c'est 2 étages, ça, puis c'est juste la femme. Mais pas qu'on n'a pas la volonté, mais c'est que c'est des plus petits marchés aussi là, pour nous. Fait que c'est sûr qu'il faut que tu aies l'espace. Avec d'autres aussi. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, au niveau de l'espace de pieds carrés, tu sais, j'agrandirais pas pour faire ces ventes-là. En ce moment, on est chanceux, on a nos propres bâtisses. Fait que on peut se permettre d'avoir plus de pieds carrés avec des moins de ventes au pieds carrés parce qu'on est chez nous. Mais s'il fallait que je loue cet espace-là, on rapetisserait encore plus. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, dans les centres d'achat, eux, c'est du lingerie. Fait que, tu sais, c'est pas dans l'objectif, tu sais, à la base. C'est des petits magasins. On maximise vraiment les pieds carrés où est-ce qu'on va vendre parce que dans les centres d'achat, c'est ça qui coûte cher. Là. C'est l'espace de pieds carrés. Donc, tout est maximisé puis pensé. Puis, on focus dans une chose. C'est lingerie pour femmes. J'embarque sur ma catégorie conciliation travail-famille. Oui. Félicitations pour ton petit Édouard. Merci, oui. La dernière fois, j'étais enceinte. Oui, c'est ça, exact. Bien ronde, ouais. Puis là, ben, là, il y a 8 mois. 8 mois. Ouais. Ben, félicitations. Merci. Puis moi, j'ai une petite fille de 6 mois. Ah ouais, félicitations. Je comprends un peu ta réalité. Comment tu vois la conciliation travail-famille, justement, avec une entreprise bien connue qui est, je veux dire, pas qu'elle est en développement comme je peux me comparer, elle est bien établie, mais reste que tu Il y a autant de défis, c'est ça, exact. Ben écoute, moi, c'était tellement le plus grand stress avant de tomber enceinte. Je me disais, tu sais, c'est impossible. Je voyais les gens qui faisaient ça, puis je me disais, dans mon horaire, comment je vais faire? Tu sais, je voyais ça vraiment gros, puis au final, ben tantôt, tu sais, je t'avais dit que ça faisait un petit bout que j'essayais de me dégager des tâches régulières, tu sais, à tous les jours. Fait que j'ai été capable de prendre un congé de maternité de 3 mois complet, là, où est-ce que j'étais vraiment à la maison avec mon bébé. Puis mon équipe a vraiment comme bien géré la situation pendant que j'étais pas là. Fait que j'ai pas eu, tu sais, je te cacherai pas que je répondais à mes courriels, là, tu sais, à la maison puis tout ça. Mais j'ai pas eu vraiment à me déplacer, tu sais, en magasin pour pas souvent, du moins. Mais 3 mois, c'est quand même pas beaucoup, tu sais, quand tu te rends compte de tout ce que tu as à faire avec un nouveau-né. Fait qu'à 3 mois, il a commencé la garderie. Fait que ça, j'ai quand même trouvé ça un peu difficile parce que tu te compares aussi avec les autres mamans, puis tu te dis, est-ce que je donne 100% de mon temps? C'est ça. Se comparer, c'est ça. Exact. Là, mais après ça, tu sais, je me rends compte que chaque bébé est différent, chaque maman est différente, chaque papa est différent aussi. Puis moi, je suis très indépendante dans la vie, puis mon bébé aussi. Fait que on se complète bien. Puis il a tout de suite aimé son milieu familial où est-ce qu'il est rentré à la garderie. Puis moi, ça m'a permis aussi de me retrouver comme personne, de recommencer à travailler. Puis moi, ça, tu sais, je serais pas de maman à la maison. Tu sais, ça rentre pas dans ma personnalité au final. Là, tu sais, puis maintenant que je l'ai essayé, je sais que je referais pas un congé de maternité probablement d'1 an à la maison avec mon bébé. Ça me prend une stimulation autre. Puis pour être 100% avec mon enfant quand je reviens. Mentalement. Mais le défi, c'est vraiment, je pense, d'arriver à la maison puis essayer de compartimenter ton temps dans ta tête, tu sais. Parce que entre entrepreneurs, ben c'est pas du 9 à 5 ans. Tu sais, quand ça arrive à la maison, c'est ça, 24 heures, tu as les soucis continuent dans la nuit quand tu penses, tu sais, à ces choses-là. Fait que le défi, je pense, c'est vraiment de mettre mon téléphone de côté quand j'arrive puis d'être 100% attentif à mon garçon quand je suis avec lui. Puis ça reste un défi. Là. Je veux dire, des fois, OK, je me rends compte que je suis pas là physiquement. Tu sais, je suis là physiquement, mais mentalement, je le suis pas. Fait que ça, c'est ce que j'essaie de travailler le plus puis pour donner 100% justement de moi-même quand je suis avec lui. Mais sinon, tu sais, je trouve quand même que ça se fait mieux que j'aurais pensé. C'est sûr qu'il y a des rendez-vous quand il est malade, tu sais, il y a ces choses-là, mais justement, d'être entrepreneur, ça me permet d'avoir la flexibilité de pouvoir le faire. Mais autant que tu t'es jamais... Il faut toujours que tu cancelles des choses, que tu les reprennes, que tu sais... Fait que, tu sais, ça c'est beau d'un côté, des fois ça a des défis, mais finalement, tout le monde peut le faire. Là, c'est ce que je voudrais donner comme message, surtout aux femmes, là, parce que je veux pas dire, mais souvent c'est nous au début qui avait, on a la responsabilité un peu plus du bébé, certaines femmes allaitent aussi, fait que t'as pas le choix d'être là physiquement. Puis c'était un gros stress que j'avais là, au niveau d'être entrepreneur, mais je pense qu'il faut
faut pas s'arrêter. T'sais, notre vie continue, peu importe ce qu'on fait dans notre vie professionnelle. Là, puis au final, dans 60 ans, on va se rappeler de nos réussites ou de nos échecs au niveau professionnel, mais c'est notre vie personnelle qui va prendre le dessus. T'sais. Fait qu'il faut se lancer, il faut y aller, puis tout se fait. Il faut juste bien s'entourer puis trouver des petits trucs. Là. C'est ça, exact, parce que tu étais au point de développer justement ton enfant, puis tu étais dans ton entreprise, mais tu savais à la base que tu voulais pas trop que tu dois je vais faire 3 mois. Après ça, tu sais quand tu arrives le soir, t'es 100% de ton temps. C'est ça. Puis quand il va se coucher, ben là, au pire, là, je embarquerai un peu sur mes affaires. Exact. Mais tu sais, ça te permet aussi de bien concilier ça. Je pense que tu l'as bien expliqué. Oui, c'est ça. T'sais, tout se fait. Il faut juste que trouver des petits trucs. On a moins le temps pour faire les soupers. On a moins le temps pour préparer les choses. Fait que tout est un petit peu plus timé dans la vie, mais on réussit. Avant d'avoir un enfant, on réalise qu'on avait beaucoup de temps. Oui, on pensait donc qu'on était occupés. Hein? Oui, c'est ça. D'écouter des séries. C'est ça, exact. Je veux pas être plate, là, mais moi, ça fait longtemps que j'ai pas écouté une série au complet. Là. On a arrêté de payer la télé. Là, on avait la télé, puis c'était comme... c'est quand la dernière fois qu'on l'a ouvert? Je sais pas. Ben, tu sais, en bout de ligne, justement, là, le soir, là, tu t'occupes de ton enfant, il se couche, puis là, tu fais le ménage. Puis là, tu fais, bon, ben... Exact. Peut-être qu'il va être du bois à se coucher. C'est ça. Ça va vite quand même. Là, le lendemain, ça repart. Là, il va à la garderie tout de suite. C'est ça. Exact. Ça tourne. Puis, comment tu parlais justement de te comparer avec d'autres mamans, d'autres réalités. Justement, avec la génération d'aujourd'hui, il y a des mamans à la maison. Tu sais, toi, la comparaison d'un entrepreneur qui est un peu toujours sur la go, comment tu voyais ça? Ben, la comparaison, c'est qu'on se culpabilise toujours, là, je pense, de dire, moi, j'ai peut-être moins de temps donné à mon enfant. Tu sais, comme je vais te donner un exemple concret que, tu sais, c'est un peu heartbreaking pour une mère, c'est que tu arrives chez le pédiatre puis tu te demandes, est-ce qu'il fait ça? Puis, tu sais, dans la dernière semaine, tu as été avec 2 heures le soir, puis là, il fait tout ça. Puis là, tout de suite, je me suis dit, je vais demander à la gardienne s'il le fait, tu sais. Ouais. C'est un peu spécial à vivre, là, comme moment, quand que tes amis à toi sont à la maison 100% du temps, puis que, tu sais, ils s'occupent du développement de l'enfant, puis ils s'assurent qu'il fait les milestones qu'il est supposé de faire, tu sais, tandis que moi, je le fais en accéléré. Ce soir, je suis comme, il fait tout ça, il est-tu capable? J'essaie de... La fin de semaine, on a 2 jours là, pour comme valider les acquis, puis tu sais, fait que ça, je trouve que c'est un peu difficile à comparer. Puis l'autre chose, c'est la remise, pas seulement la remise en forme, mais de te remettre d'un accouchement. C'est quand même, tu sais, moi, je vais le dire, j'ai 36 ans, là, fait que j'ai pas non plus 22 ans où le corps est un peu plus prêt à faire ça, là, se remettre d'un accouchement. Puis je trouve ça quand même encore difficile, tu sais. Encore là, mes amis qui sont à la maison, ils s'entraînent, ils vont avec le bébé au gym, tout ça. Moi, j'ai moins le temps de faire ça. Fait que je trouve que c'est plus long de me remettre de mon accouchement. Puis physiquement, mentalement, t'es toujours sur la go, toujours sur l'adrénaline. Fait que t'as pas vraiment le temps de laisser tes hormones redescendre puis revenir à la normale. Fait qu'il y a ce côté-là, tu sais, que je trouve un peu plus rock'n'roll d'être une maman entrepreneur. Là. Ouais. Ben, je suis sûr que tu fais bien ça. Ouais, écoute, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, là. Là, on jase déjà de la comparaison. Ouais, les fois, on voit plus un peu le négatif, mais c'est pas un négatif en réalité, c'est différent. Mais la positive, parce que je ne vais pas juste dire le négatif, c'est que moi, je me sens quand même très épanouie, tu sais, au niveau de ce que je fais, puis d'être capable de faire les deux, justement. Puis je pense que c'est important, quelqu'un qui a cette drive-là, de rester à la maison avec son enfant, ben il y en a qui sont vraiment faites pour ça, puis c'est correct, mais moi, il me manquait ce... Tu sais, je pense que j'aurais sombré dans une genre de dépression, là, de rester toute la journée sans avoir de contact humain, sans avoir, à part ton bébé qui parle pas, puis tout ça. Fait que, tu sais, moi, j'ai trouvé ça le fun de revenir rapidement sur le marché du travail à cause de ça. Fait que, tu sais, chaque personne, c'est différent pour chaque personne. Mais tu sais, peut-être qu'aussi, il va vieillir, puis tu vas prendre plus de voyages, plus de moments avec lui que quelqu'un qui va avoir été 1 an, mais qui voyage pas, qui va avoir profité de sa première année-là. Peut-être, Ça va peut-être être ça. Je sais que tu es une grande sportive. Peut-être que tu vas dire, let's go, il y a 2 ans, on part 1 semaine, on fait juste plus de voyages. Ça se peut, c'est ça. C'est l'avenir, c'est le futur. Exact. Tu vas le façonner avec ton
amoureux pour faire ça, tu sais, dans le fond. Exact. Ouais. Puis, tu sais, une des choses qui fait que ma conciliation travail-famille, elle se passe bien, c'est que moi, j'ai un conjoint qui est hyper impliqué là, dans la vie de mon enfant puis dans notre vie familiale. Fait que je pense pas que j'aurais eu le même discours si ça avait pas été de lui, là, tu sais. Ouais. Il en fait beaucoup pour nous, puis il s'occupe autant de l'enfant que moi, là, tu sais. Ouais. Fait que ça, je trouve ça, ça prend ça, je pense, dans un équilibre dans la vie si t'es pour être entrepreneur à temps plein, là. Ouais. Ben, il faut que le partenaire soit prêt à faire sa part des choses. Exact. Puis, je pense que ça fait partie aussi de la conciliation travail-famille. Tu sais, oui, on parle de l'enfant, mais toi, tu viens de le dire, ça se passe bien avec ton partenaire. Ouais. C'était ça way back au niveau entrepreneuriat. Puis lui, comment ça s'est bien passé? Oui, ben en fait, ça fait pas si longtemps qu'on est ensemble, mais ouais. Il est quand même rentré dans ta vie. Oui, c'est ça, exact. Fait que, c'est toujours, c'est pas nouveau pour nous de dire qu'il va falloir faire des compromis. Ça fait partie de notre vie. Puis lui, il veut se lancer à son compte aussi. Fait il comprend vraiment bien c'est quoi maintenant la vie d'entrepreneur. Puis il sait dans quoi il s'embarque. Ouais. Fait que on est conscients les deux que c'est ça. À un moment donné, ça va être lui qui peut pas. À un moment donné, c'est moi qui peux pas. Puis ça sera pas toujours maman qui va pouvoir aller au rendez-vous. Puis des fois, ça va être papa qui va y aller. Puis c'est pas juste maman qui va faire le split soir parce que ça marchera pas. T'sais. Fait que c'est ça. C'est dans toutes les tâches de la vie quotidienne. Ils savaient dans quoi qu'on s'embarquait les deux. Puis je pense que c'est ce qui fait que c'est moins intense aussi. Là. On n'a pas... on savait. Tu sais pas tant que t'es pas dedans, mais tu t'y attends quand même. Exactement. Ouais. Mais tu sais, de la façon que tu le dis, tu le dis de façon, j'allais dire posée, mais c'est pas le mot que je veux utiliser, mais tu sais, t'es sereine avec tout ça, puis tu sais, c'est un bon travail d'équipe que vous faites. Exact, Tu le dis, puis... Ça prend ça. T'es pas sur la couverte en train de dire je capote un peu, là, tu sais. Non, c'est ça. Ça se passe bien. Mais si j'avais pas cette relation-là où est-ce qu'on est 50-50 sur presque tout, je pense que je trouverais ça plus difficile parce que là, quand t'as c'est sûr que les mamans ont un peu plus la charge mentale, là, déjà, de s'occuper de la famille. Les vêtements, ils feront plus, il faut que j'en achète d'autres. Il n'y a plus de lait, il y a plus, on s'occupe déjà un peu plus des fois de cette charge mentale-là. Fait que si j'avais pas cette aide-là, c'est pas comme si c'est moi qui avais besoin d'aide, mais je veux dire, si on faisait pas ça 50-50, j'aurais peut-être pas le même discours. Là, ça serait plus difficile. Ouais. En plus d'entreprise, c'est ça, exact. Exact. J'aimerais ça qu'on parle, là, on change de sujet, plus au niveau de l'innovation puis l'avenir du commerce du détail. Ouais. Tantôt, tu as parlé justement, il y a des joueurs, il y a différentes sortes de joueurs dans le monde de la mode. Comment tu vois ça évoluer, le monde de la mode, toi, aujourd'hui? Écoute, en ce moment, tu sais, c'est vraiment des moments difficiles au niveau du commerce de détail parce que c'est ça. Ceux qui tirent très bien leur épingle du jeu, c'est des gens qui sont intégrés verticalement. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est des grosses marques qui vont faire leurs propres vêtements puis qui vont avoir à peu près comme 350 magasins où est-ce qu'ils vont avoir des marges beaucoup plus élevées que ce que moi, je peux avoir au niveau de la revente de produits qui sont faits par des marques. Tu sais, moi, c'est ça, je ne fabrique pas mes propres vêtements. Donc, j'achète des marques qui sont établies puis on les revend. Fait que c'est ça notre business. Je te cacherai pas que ce modèle-là diminue de plus en plus. Tu sais, est-ce qu'on va survivre encore 10 ans dans ce modèle d'affaires-là? Honnêtement, je sais pas. En ce moment, les pressions sont énormes sur la mondialisation. Puis, tu sais, le fait d'avoir des entreprises qui sont beaucoup plus grandes que les nôtres avec des volumes, tu sais, la grosse pression, c'est sur les marges. Fait que, en ce moment, c'est pas une entreprise, tu sais, où est-ce que je peux dire, je sais exactement dans 5 ans où est-ce que je vais être parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont hors de mon contrôle qui se passent dans le marché qui nous mettent un peu les bâtons des roues. Il y a pas longtemps, on a eu une pandémie. Il a fallu que je ferme 100% de mes magasins pendant des mois. Ce qui nous a sauvés, c'est le gouvernement fédéral qui a fait des subventions puis qui a ouvert des prêts aussi d'urgence. Fait que ça a été quand même un gros moment de chamboulement dans notre histoire de compagnie. Puis là, maintenant, ben c'est l'inflation, c'est l'économie va pas très bien. On parle d'avoir... ils disent qu'on n'est pas encore en régression de l'économie, mais moi, je le vis depuis 1 an. Là, je te dirais que depuis la grève des professeurs de 2023, on a vraiment vu une énorme baisse de vente là, au niveau de toutes nos succursales. Là. Fait que c'est ça, les taux d'intérêt, je veux dire, 100% de ce qui se passe dans l'économie. Puis ce qui est difficile comme entrepreneur, c'est que
t'es là, puis tu regardes ça, tu sais, un peu les bras croisés en disant, bon, ça, je peux pas m'attaquer à ça, fait que qu'est-ce que je peux faire? Mais je peux couper. Mais à un moment donné, il y a des limites à ce que tu peux couper. Fait que on est un peu dans une transition où est-ce qu'on regarde le marché évoluer, puis on met les actions qu'on peut mettre en action, là, évidemment. Là, on reste pas les bras croisés à attendre, mais c'est ça. Je sais pas où est-ce que ça va aller parce que tu te dis, dans 3 ans, est-ce que tous les commerces locaux vont avoir fermé? Parce qu'en ce moment, il y a des vagues de fermeture quand même énormes. Puis là, ben, les gens se ramassent avec quoi comme option? Tu sais, t'as le rot à crabe qui s'en vient, là. Les gars, ils viennent tout le vendredi pour une chemise. L'événement, c'est le samedi. T'as-tu le temps de la commander en ligne, ta chemise, puis de la faire tailler parce qu'elle n'était pas comme il faut, puis là, ton bout de pantalon, il n'est pas fait parce que t'as pas de couturière, puis là, il n'y a plus aucune couturière. Tu sais, mais on s'en va vers ça. Tu sais, si les gens ne changent pas leurs habitudes de consommation ou si l'économie ne reprend pas du mieux ou si les gens ont un peu plus de lousse aussi dans leur budget pour faire des achats locaux, tu sais, c'est ça. Aujourd'hui, la consommation. On se pose la question, c'est ça. Tout va aller vite. Oui, il faut que ça soit rapide. L'Amazon de ce monde, tu veux ça dans 2 jours. Tu sais, je suis pareil. Là. La consommation est comme ça, mais tu sais. C'est ça. Justement, c'est comme tu peux pas te fâcher contre le consommateur parce que je veux dire, on est tous consommateurs, puis je veux dire, moi, je dis souvent que si on veut avoir le consommateur, il faut que nous, on change et non pas demander au consommateur de changer. Mais en ce moment, c'est que la compétition est complètement déloyale. C'est impossible d'arriver avec les mêmes prix, avec les mêmes. Parce que, un, ils ne payent pas d'impôts. 2, ils ne payent pas de taxes. Fait que toutes les taxes que nous, on ramasse pour le gouvernement du fédéral, du provincial, eux, ils en ont pas. 3, ils ne sont pas obligés de vendre des produits qui sont sécuritaires à la consommation. Fait que si tu achètes un pyjama pour enfants, il peut être fait avec du plomb, avec du polyester, avec. Nous, il faut que ça soit 100% coton. Le zip, faut il y a à peu près 40 choses qu'il faut que tu valides avant d'être capable de vendre un produit de consommation, un bébé au Québec et au Canada. Fait que c'est sûr que tu peux l'acheter pour 8 $ qui a été fait en Chine avec je sais pas qui l'a fait, peut-être dans quelles conditions. Tu vois, tu parles de ça, là, puis j'ai des pyjamas de bébé qu'on s'est fait donner, puis c'est un peu ça, dans le fond. Là. Probablement, mais tu sais... Non, mais genre, je vois le zip, là, puis ce que tu dis, le zip, et ces affaires-là. Mais est-ce qu'à un moment donné, tu te rends compte que ton fils a avalé le zip parce qu'il s'est détaché, puis tu te ramasses à l'urgence, tu sais? Puis là, c'est le système de santé qui va payer pour ça, mais c'est les taxes que moi, j'ai ramassées qui payent pour le système de santé. Un cercle, là. Tu sais, fait que c'est ça qui est... C'est pour ça qu'on voit ça aller. Tu sais, je veux dire, moi, je suis aussi administratrice du Conseil québécois du commerce de détail depuis quelques années. Puis, on met beaucoup de pression sur les gouvernements d'agir parce que c'est un cercle vicieux. Là. C'est énorme comment ça va avoir d'impact si le commerce local n'existe plus. Tu sais, je regarde la rue à Thetford, le centre-ville, là, si le Sept-Lacs ferme, il y a plus, tu sais, la trame commerciale est réduite encore, tu sais, puis on a besoin des commerces pour faire vivre une trame commerciale comme ça. Mais les taxes que moi je paye pour mon bâtiment, à la ville de Thetford, pour ramasser les déchets que tu vas mettre ton pyjama à la poubelle après, là. Ton pyjama que tu as eu à 8$ qui va s'autodétruire en dedans de 2 lavages, là. Ben, ce qui arrive, c'est qu'on le met dans dans les déchets, puis c'est les villes qui ramassent à ramasser les déchets. Mais c'est les taxes des commerces locaux qui payent pour ramasser ces déchets. Tu comprends? Fait que ça a des impacts vraiment municipal, fédéral, provincial, à tous les niveaux. Puis les gens n'ont pas cette conscience-là. Puis je comprends les gens. Tu sais, je veux pas, je moralise pas le consommateur parce qu'on est tous consommateurs, puis on y va au plus facile. Mais c'est sûr qu'il faut que c'est le gouvernement qu'il faut qu'il agisse pour mettre des bâtons dans les roues, au moins qu'ils payent la même portion de. Tu sais, on soit sur le même pied d'égalité. Puis après ça sera à nous d'être meilleurs que eux. Tu sais, puis. Mais là, en ce moment, on n'a pas les mêmes armes. C'est comme si j'arrive dans la guerre avec un tir, un lance-roche, puis eux, ils ont des bazookas. Là, c'est ça. Fait que c'est juste ça que ça devient un peu déplorable là, comme contexte. Mais reste à voir. Là, les gouvernements sont quand même, ils ont ouvert l'oreille. Reste à voir s'ils vont mettre les actions en place. Ouais. C'est bien d'en parler. Je pense qu'aujourd'hui, il y aura peut-être quelqu'un qui va t'avoir écouté, qui va avoir un impact. Peut-être, dans tes décisions, c'est ça, exact. Fait que tant mieux. Mais ça fait du sens dans tout ça, tu sais, la consommation, puis toutes les différences entre consommateurs, comment qu'on pense, puis après tout, tu sais, avec tous les déchets, puis non. Non, il va falloir qu'il y ait un changement, mais il va pas falloir qu'on s'attende à ce que
le consommateur le fasse par bonté de cœur, tu sais, parce que bottom line, on est tous des humains, puis on veut tout le mieux pour nous, puis on est quand même rendu individualiste comme société, tu sais. C'est plate à dire, mais c'est vrai. Puis on regarde notre portefeuille en premier, puis on regarde nos intérêts rapides. Tu sais, il y a quelques personnes qui vont regarder un peu plus loin, l'écologie, tu sais, mais le bassin de population n'est pas là en ce moment. Là. Ils essayent de payer leur épicerie. Fait que tu sais, tu peux pas les moraliser après ça de dire ah, mais là, c'est à cause de toi que la planète va pas bien, tu sais, quand ils sont même pas capables de payer leur panier d'épicerie puis nourrir leurs enfants. Les priorités vont toujours être là. Fait que c'est pour ça que je veux pas, tu sais, avoir l'air de faire la morale aux consommateurs parce que c'est pas eux qui vont avoir l'impact. Il va falloir que ça vienne des paliers de gouvernement puis qui s'investissent dans cette lutte-là parce que c'est ça. Les gens, ils ont leurs priorités aux bonnes places qui sont de nourrir leurs enfants puis de... Je comprends. Un travail d'équipe. Oui, c'est ça, exact. Puis quand si on est... votre part des choses. Oui, c'est ça. Puis il faut qu'on ait, c'est ça. Là, si on avait les mêmes outils pour travailler, ben il verrait qu'au Québec, au Canada, on a des entreprises ultra innovantes puis qu'on est capable d'être dans ce marché-là. C'est juste qu'on n'a pas les mêmes armes, tu sais. Ouais. Tu vois, le monde de la mode, c'était quelque chose que j'étais pas... Ben, le monde de la mode, le monde justement du commerce au détail à la base, c'est pas quelque chose que j'ai fait de lecture ou que je discute avec d'autres gens. Je discute plus avec des gens au niveau du service. Plus souvent, vends ton service. Mais c'est de voir la différence d'enjeux et de défis contrairement à du service. C'est là que tu dis, OK, il y en a pas mal plus. Tu as un loyer à payer, tu as pas mal plus d'employés. Ouais. Même si tu peux essayer d'innover à ta façon, chacun ses défis. Exact, oui, exact. Ça veut pas dire que les défis sont moins grands ou plus grands, mais c'est sûr qu'ils sont différents. Mais dans le commerce de détail, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on autant les petits que les grands joueurs, tu sais, au Canada, on a quand même les défis se ressemblent. Fait que c'est le fun. Autour de cette table-là, on a plusieurs énormes commerçants. Moi, je représente les plus petits là, autour de la table. Fait que on a les Vidéotron de ce monde, on a Couche-Tard. C'est vraiment comme des énormes détaillants, des dealers automobiles aussi. Fait que c'est le fun de voir que quand on se rencontre puis qu'on fait un tour de table sur les enjeux, finalement, on est tous dans le même bateau. C'est juste que les défis sont plus grands quand t'es plus gros. Des fois, c'est plus facile à naviguer parce que t'as les reins un peu plus solides quand t'es plus gros, mais c'est ça les tours de table se ressemblent finalement au niveau des enjeux. C'est comme le sujet qui change, mais le reste de la phrase est pareil. Le transport, il pourrait être amélioré. Mais tu le vis aussi au niveau de la livraison. Exact. C'est à quoi que ça ressemble une journée typique pour toi en tant qu'entrepreneur qui siège sur plusieurs conseils, qui s'est délégué ses tâches, comme tu as dit au début? À quoi ça ressemble? C'est toujours différent. Chaque jour, j'ai un planning de ce que je vais faire, mais je sais jamais ce que je vais faire au final. Fait que autant que comme hier, je suis montée à Québec pour voir une de mes boutiques. J'avais une banque à rencontrer pour changer des choses au niveau des signataires, des choses comme ça. Ensuite, des fois, j'ai des conseils d'administration. Fait que oui, je m'implique sur le Conseil québécois du commerce de détail, mais aussi sur beaucoup de fondations locales. Je m'occupe en ce moment précisément de la Fondation de l'hôpital. On a un projet qui s'en vient pour le 40e de la Fondation de l'hôpital. Okay. Puis, je m'occupe aussi de la Fondation Collation des élèves démunis. Justement, on donne des collations aux élèves démunis du primaire, 2 collations par jour, santé. Fait que ça, c'est une fondation que mon grand-père avait aidé à cofonder il y a plus de 10 ans avec Michel Véraud. Fait j'ai continué à siéger à sa place, dans le fond, sur le conseil d'administration. Wow. Fait que, tu sais, je m'occupe aussi de ça, mais fait que ça peut ressembler à un meeting le matin. Héritage Centre-Ville, excusez, j'ai oublié. Je suis encore administratrice sur Héritage Centre-Ville, qui est le regroupement des marchands et des organismes du centre-ville. Mais ce qui est important aussi dans le principe que, justement, tu l'as dit tantôt, là, si jamais cette logo ferme, qu'est-ce qui se passe? Oui, ça a des impacts. C'est ça, exact. Fait que c'est important de venir valoriser à ta façon ce centre-ville. Le centre-ville qu'on essaie depuis des années de revaloriser, mais que c'est pas toujours facile. C'est ça. Il y a toujours des enjeux au niveau autant que la pandémie a freiné complètement les projets de la ville par rapport à ça, puis avec raison. Là, je veux dire, les priorités n'étaient pas aux mêmes places, mais
y a un plan particulier d'urbanisme qui se met en branle, mais c'est pas vraiment le sujet de ton podcast, mais c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Là. Oui. Mais tu reviens à ta question, c'était une journée typique, fait que je peux avoir un meeting le matin pour être à centre-ville. Après ça, je peux arriver au magasin, puis là, le matin, c'est quoi les problèmes? Là? Tu sais, c'est un peu ça que je vais aller voir mon directeur général. Il va dire, il est arrivé ça, tu sais, on se met en action sur comment que je peux aider pour ces problèmes-là. Après ça, tu peux avoir une négociation pour un bail de centre commercial où est-ce qu'on est, on est localisé, mais là, il faut faire des négociations pour les renouvellements, ces choses-là. Là, récemment, on a fermé une boutique. Fait qu'il y a beaucoup d'analyses de chiffres puis de qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on s'en va, la gestion des ressources humaines par rapport à ça. Fermer un magasin, c'est humainement aussi quand même difficile. Il faut que tu t'annonces des mises à pied, ce genre de choses-là. J'avais le fun, là, ouais. Non, c'est la pire. Les ressources humaines, c'est ça, c'est le plus grand défi, mais quand en plus, quand t'engages, c'est le fun, tu sais. Quand tu mets à pied pour restructuration, c'est vraiment pas le fun. Tu sais, c'est la chose la plus difficile que tu as à faire comme entrepreneur. en tout cas, pour moi, là, il y a peut-être des gens qui font ça facilement, mais ils doivent pas être des très bons patrons s'ils font ça facilement. Donc, c'est très vague. Je vais avoir des meetings pour le marketing, je vais avoir des fois, je vais rencontrer des clients dans le magasin, on va jaser. Tu sais, c'est très, très varié. Il n'y a jamais une journée pareille, fait que c'est ça qui est le fun. Exact. Moi, c'est ça que j'aime. Tu sais, je sais pas lundi ce que je vais faire. Je sais pas qu'à 10h, je vais être en train de faire tel rapport. Tu sais, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ouais. On a des meetings de gestion avec nos équipes, on met des choses en place. Fait que c'est toujours vivant. Quand tu as besoin de décrocher, je sais que tu es une fille qui fait beaucoup de sport. Ouais. Est-ce qu'avec un enfant, tu en fais un peu moins ou ça fait partie de tes moments pour décrocher encore aujourd'hui? Oui, moi, j'ai pas arrêté de faire mes sports. C'est sûr que ça va être modifié, mais mettons, avec mon conjoint aussi, que justement, je disais qu'il est autant présent, c'est important. Il sait que c'est important pour moi, puis lui aussi, c'est important pour lui. Donc, j'ai encore, mettons, le mercredi, je vais faire du yoga. Le dimanche soir, je joue au hockey. Fait que c'est lui qui s'occupe du bébé pendant ce temps-là. Il y a les fins de semaine qui ont un peu changé. Mettons, on a acheté un chariot pour mettre en arrière pour faire du ski de fond avec les bébés. Fait que, tu sais, on en fait ensemble. Sinon, le ski alpin, là, c'était un peu différent. La dernière fois que je suis venue sur le podcast, je parlais que je montais la montagne avant d'aller travailler là, pour le lever du soleil. Je l'ai fait une fois cette année. Mais, tu sais, avant, je le faisais peut-être une fois par semaine. Ce qui est un peu différent parce que là, il faut que j'amène le bébé à la garderie. Puis, tu sais, c'est pas la même réalité. Fait que c'est quand même modifié, mais j'essaie de sortir quand même aussi souvent puis de décrocher parce que c'est important, je pense, surtout quand on est dans ce genre de poste-là où le stress peut être un peu plus élevé. Il y a peut-être la moyenne des gens qui ont un travail plus stable. Faut que tu décroches, faut que ta tête elle pense à d'autres choses. Puis moi, ma façon la préférée, c'est de me dépenser physiquement. C'est le seul moment où mon cerveau arrête. Fait que pense à rien. C'est ça. Chaque personne a son truc. Moi, c'est le mien. Fait que je continue à le faire quand même. Ouais. Mais c'est intéressant, tu sais. Je suis moins dans le sportif, mais tu sais, je suis sûr que si je m'y mettais, j'aurais la même sensation que toi. Mais toi, tu sais quoi que tu utilises pour décrocher? Pour être bien franc, en ce moment, je le sais pas. Là. J'essaie de toucher. J'en ai pas vraiment, là, mais c'est mon objectif 2025 de me trouver un sport puis de sortir et de me dépenser parce que je suis sûr que ça va me faire du bien. Honnêtement, j'ai rarement entendu quelqu'un qui a dit j'ai regretté d'aller faire telle chose. Fait que, il faut que tu trouves quelque chose que c'est pas difficile, tu sais. Que tu as envie de faire parce que quand t'es je sais pas si t'es stressé, mais si t'es stressé dans ton travail, mettons, moi, dans le temps, je faisais du CrossFit puis j'ai arrêté de faire ça parce qu'on dirait que ça me rajoutait un stress. Tu sais, c'était comme trop intense. Là, c'est l'extrême. C'est l'extrême, c'est ça. Fait que tu sais, t'es déjà comme à l'extrême dans ta vie puis là, quand t'arrives dans ton passe-temps, t'es extrême aussi. On dirait que j'avais besoin de quelque chose de plus doux, mais tu sais, ça évolue dans le temps. Autant que je fais du vélo de montagne, puis ça, c'est quand même extrême. Mais ça c'est correct, j'ai du plaisir à le faire. Fait que, faut que tu trouves quelque chose que t'aimes. Bref, c'est ça que je voulais dire. Aussi, toi, tu l'as adapté. Là. Sûrement que tu vas en faire un peu moins, tu vas adapter justement ton sport pour plus familial ou tout en restant dans... Actif, c'est ça. On est une famille active aussi, fait que je pense que les enfants n'auront pas le choix de suivre. Maintenant, on va y aller selon leur goût aussi. Là, on les obligera pas à faire quelque chose, mais ça fait partie de notre ADN. Fait que c'est ça, on va essayer de les faire suivre avec nous.
Je voulais parler justement de ton avenir, de ton futur, mais tu l'as dit au début, tu as de la misère à te voir dans 5-10 ans où est-ce que vous allez être parce que ça change ça tellement. change tellement, vite. ouais, c'est ça. Fait que, c'est normal d'avoir peut-être des projets ou une vision, mais en réalité, tu le sais pas encore. Là. Non, c'est ça, c'est un peu plate comme réponse parce que, tu sais, d'habitude, tu as toujours ton plan stratégie 5 ans, 10 ans, tu sais, tu as ton vision board où est-ce que tu peux t'en aller. Puis en ce moment, on est plus comme en réaction à ce qui se passe dans le marché puis essayer de conserver nos acquis au lieu de plus développer. Fait que je suis vraiment là-dedans en ce moment. Fait que, tu sais, j'ai pas de belles phrases à dire pour le futur, mais c'est sûr que notre objectif, c'est de continuer puis de persévérer là-dedans ça, puis de trouver des façons de se démarquer puis d'augmenter nos ventes. Mais en ce moment, c'est ça. On cherche beaucoup de façons d'innover ou de refocuser peut-être sur nos forces puis de se refocaliser. En ce moment, c'est ça que je fais avec mon équipe. On est en train de rapetisser puis de se reconcentrer sur où est-ce qu'on peut apporter de la valeur à l'entreprise. Des fois, tu sais, quand tu es moins dans ce mood-là, tu développes un peu de tout, puis tu te réalises que on met beaucoup de temps, beaucoup d'énergie sur des choses qui sont peut-être pas rentables pour l'entreprise. Et l'inverse, les choses qui sont ultra rentables, vu que ça fait longtemps que ça roule, on met plus d'énergie dessus. Ouais. Fait que, tu sais, ça, on est en train de refocuser nos énergies pour le futur. Ouais. Puis si tu avais un conseil à donner justement à la jeune Margot, mais un jeune entrepreneur qui souhaite partir un projet, qu'est-ce que tu aurais comme conseil? C'est un peu de bien s'entourer, de bien repenser ses stratégies au fur et à mesure, mais toi, t'aurais-tu... Qu'est-ce que tu aurais aimé entendre au début? Mon Dieu, c'est une bonne question, mais ce que j'aurais... termine là-dessus. Oui, on termine là-dessus, Keith. En plus, j'ai la pression du mot de la fin, mais je pense que d'être fier de soi, tu sais, parce que c'est un feu roulant, l'entrepreneuriat, puis tu es toujours en train de te remettre en question. Puis moi, je me remets en question 24 heures sur 24. Là, tu dis toujours que j'aurais pu faire mieux pour ça, on aurait pu faire mieux en tant qu'entreprise. Fait que, tu sais, à un moment donné, je pense qu'en vieillissant, ce que j'essaie d'aller, puis ce que j'aurais voulu me faire dire plus jeune, c'est sois fier de où est-ce que tu es rendu, puis de ce que tu as mis en place, puis de ce que tu bâtis tous les jours avec ton équipe, parce que moi, comme personne, vu que je me remets en question, mais tu te dis toujours, tu sais, c'est jamais assez, tu sais. Ouais. Puis dans le fond, oui, t'es assez, puis c'est assez, puis ce que tu fais, c'est bien, puis ton équipe t'apprécie, puis tout le monde, tu sais. Fait que sois heureuse des fois aussi de t'asseoir, puis de regarder ce que tu as bâti, puis où est-ce que tu t'en vas, puis sois-en fière, tu sais. Je pense que c'est un peu le conseil que j'aurais à donner pour les gens qui, leur tête arrête jamais, là. Comme moi, ben, tu sais, arrête-toi, puis regarde ce que tu as fait, puis sois content. Tu sais, sois heureux, c'est ça de ça. Puis c'est pas facile l'entrepreneuriat, tu sais, l'entrepreneuriat, puis fait que c'est ceux qui pensent qu'ils vont faire ça, puis que leur vie va être réglée, puis que, tu sais, l'argent va rentrer, puis qu'ils n'auront rien à faire, c'est pas ce qui se passe dans la réalité. Mais, tu sais, c'est passionnant, puis c'est le fun, puis c'est chaque journée différente, comme on disait tantôt. Fait que c'est beaucoup de défis, mais aussi c'est très... Après ça, faut que tu te rends compte, t'es fier de tout ce que t'as vécu, puis c'est gratifiant, ouais, c'est le mot que je cherchais. Merci. Merci d'avoir participé au podcast. Ben merci. J'espère que tu vas avoir aimé ton expérience. Ouais. C'est un sujet qui est différent. On parle de notre quotidien en tant qu'entrepreneur. Ouais. Mais non, c'est le fun. Moi, j'aime ça entendre le parcours des autres. Fait que je vais clairement écouter tes autres podcasts que tu as fait avec les autres personnes. Ouais. Ça m'intéresse, mais j'espère qu'il y a une personne qui va avoir écouté qui va avoir trouvé ça intéressant. Puis c'était le fun de le faire avec toi. Tu es un bon host. Merci. Puis on se revoit peut-être entre deux jobs. C'est un peu le but du podcast. Fait que merci d'avoir participé. Merci beaucoup.